Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Joseph Larmarange, qui est chercheur en démographie à l'IFD, rattaché au CEPED, donc au Centre de Population et Développement à Paris, avec lequel on a travaillé dans le cadre du projet TASP, Treatment Task Prevention, dont il va donc vous parler aujourd'hui, de vous présenter la problématique, les enjeux de cette stratégie et les résultats d'un gros essai qui a été mis en œuvre entre 2011 et aujourd'hui, et 2016, dont les résultats sont en cours de publication. Merci Sylvie. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc je vais vous parler de l'essai Treatment Task Prevention ANRS 12249 qui a eu lieu en Afrique du Sud, autour de la question du dépistage du VIH et du traitement antirétroviral universel en Afrique du Sud. J'ai pris le parti de vous représenter en fait une perspective historique depuis une dizaine d'années dans laquelle s'est inscrit cet essai pour comprendre comment la question de recherche s'est posée et comment finalement l'essai a été presque rattrapé par les évolutions des recommandations internationales. Alors le point de départ, si on se resitue en 2000, avait été publié les résultats de ce qu'on appelle la RACAI Study, qui montrait que la transmission du VIH était fonction de la charge virale plasmatique. Et plus précisément, ce que montraient les résultats, c'est que quand le partenaire infecté par le VIH avait une charge virale indétectable, on n'observait pas de transmission dans des couples sérodifférents. En 2008, il y avait ce qu'on a appelé le Swiss Statement, c'est-à-dire une prise de position par des médecins suisses, et Bernard Hirschel en particulier, qui affirmait que les personnes séropositives, ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace, c'est-à-dire avec charge virale contrôlée, ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle, ce qui a provoqué à l'époque un débat relativement important, mais qui soulevait la question, est-ce que les antirétroviraux pourraient permettre de réduire la transmission sexuelle du VIH à un niveau individuel et à un niveau populationnel, sachant que ça faisait déjà très longtemps qu'on utilisait les traitements antirétroviraux à des fins préventives dans le cadre de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. En 2009 est publié un modèle mathématique connu sous le nom de modèle de Graniche. Ce modèle qui a été fait sur l'Afrique du Sud montrait que si on mettait en place un dépistage universel, alors dans ce modèle c'est 90% de la population dépistée tous les ans, et que les personnes 90% des personnes dépistées entraient en soins dans les mois qui suivaient et démarraient immédiatement un traitement, quel que soit leur état clinique et immunologique, alors on pourrait en 30 ans éliminer la transmission du VIH en Afrique du Sud, c'est-à-dire avoir une incidence inférieure à, je crois, 1 pour 1000. Et c'était un modèle calculé sur les données sud-africaines. Alors, ce modèle a fait un certain nombre de débats, il y a eu des... Est-ce que c'est 30 ans, 25 ans, 40 ans? Mais ça posait du coup cette idée, peut-on utiliser le traitement antirétroviral, une stratégie dite Universal Test and Treat, est-ce qu'on pourrait infléchir l'incidence? Et puis, autre résultat important, c'est en 2011, un papier de Cohen et ses collègues, qui sont les résultats de l'étude HPTN 052. Et cette étude montrait qu'une initiation précoce du traitement antirétroviral permettait de réduire de 96% la transmission du VIH dans des couples sérodifférents. Alors, il y avait en fait dans le bras où le partenaire positif avait pris un traitement, il n'avait d'ailleurs observé qu'une seule cas de transmission intracouple, et c'était chez une personne qui venait juste de démarrer le traitement et qui n'avait pas encore atteint une charge virale contrôlée. Par contre, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on connaît souvent moins, c'est que dans cette étude, on a vu un certain nombre de partenaires négatifs s'infecter, mais ils se sont infectés en dehors du couple. Alors, dans le même temps, on a une évolution des recommandations de l'OMS. Avant 2006, la recommandation de traitement en Afrique était de ne traiter les patients que lorsqu'ils avaient moins de 200 CD4 ou s'ils avaient atteint un stage 3 ou un stage 4. En 2010, on est passé à 350. Ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Et 2010, qui est la période où l'essai TASP est pensé, il faut savoir que la recommandation en Afrique du Sud était seulement encore de 200 CD4. Donc, dans ce contexte-là, est née l'idée de l'essai TASP avec une hypothèse principale. Est-ce que le dépistage de tous les adultes d'une communauté, suivi par la mise sous traitement immédiate des personnes dépistées positives, pourrait, quel que soit ce qu'on a, donc l'état immunologique, le nombre de CD4 ou l'état clinique, permettrait de réduire à l'échelle de la population l'incidence du VIH. L'hypothèse sous-jacente,
c'est que les personnes négatives de cette population ont des rapports sexuels avec d'autres membres de la population. Alors, cet essai TASP, ANRS 12249, cherche donc à évaluer l'impact d'une initiation immédiate du traitement sur l'incidence au niveau populationnel. Il a été mis en place dans le sous-district de Klabissa, dans le KwaZulu-Natal, donc c'est le petit point qui est ici, dans une zone, alors le district de Klabissa, c'est une zone de 1430 km², avec une population qui parle majoritairement zoulou, une population très pauvre, plus de 80% de la population est sans emploi, et avec une prévalence du VIH de environ 29 à 30% chez les 15-49 ans, 25% si on regarde les 15 ans et plus. Le design de cet essai, c'est un essai randomisé par cluster. Donc la zone géographique de l'essai, on la verra un peu plus tard, est divisée en 11 clusters, pour un suivi attendu de 26 000 personnes. En fait, on est plutôt autour de 28 000. Entre mars 2012 et juin 2016, et en fait, c'est donc un consortium multidisciplinaire porté en Afrique du Sud par l'Africa Center for Health and Population Studies, qui est devenu récemment le African Health Research Institute. L'équipe de l'INSERM de Bordeaux, avec François Dabis, porteur principal, mais également l'équipe de l'INSERM de Paris-Villejuif et l'équipe de l'INSERM Marseille, donc le CESTIM, plus en France l'équipe de l'IRD, mais également un certain nombre de collaborateurs, notamment de l'Université de Southampton. Et puis, les scientifiques sont divisés en 5 groupes de travail autour des situations sociales, modélisation épidémiologie, système économique, système de santé et questions économiques, groupe clinique et groupe virologie. Donc le principe général de l'essai, ce sont donc des rounds répétés d'enquêtes à domicile, tous les 6 mois. Donc sur 6 mois, il s'agit de visiter tous les ménages, de proposer tous les 6 mois un questionnaire individuel, un dépistage du VIH par test rapide, et on avait également une collecte de sang sur Dry Blood Spot qui permettait d'avoir une mesure complémentaire faite en laboratoire. Toutes les personnes qui étaient identifiées séropositives étaient ensuite référées vers une des 22 cliniques de l'essai. Donc on avait une clinique par cluster, à proximité, à moins de 45 minutes de marche à pied. Dans le bras contrôle, le traitement était proposé selon les recommandations nationales, soit à moins de 350 au début de l'essai. On verra qu'on est ensuite passé à 500. Et dans le bras intervention, le traitement était proposé, quel que soit le nombre de CD4 ou le stage clinique. Il faut savoir que dans la zone de l'étude, il y avait également 3 cliniques du département de la santé. Les personnes pouvaient préférer recevoir leurs soins au département de la santé, mais dans ce cas-là, elles recevaient le traitement uniquement selon les recommandations nationales, puisque seules les cliniques de l'essai étaient habilitées à proposer un traitement immédiat. Alors, ici, on a un zoom sur la zone de l'étude. Alors, l'Africa Center est situé ici, et depuis 1999, à ce qu'on appelle une zone de surveillance démographique et de surveillance du VIH, sur lequel un certain nombre d'études ont été publiées, notamment sur les évolutions de la mortalité suite à l'introduction des traitements. Et l'essai TASP a été introduit juste après. Comme c'était un essai très cher et très difficile à mettre en œuvre, il a été mis en place de manière progressive. On a eu d'abord une phase pilote qui a démarré en 2012, et donc seulement 4 clusters de intervention, de contrôle ont été ouverts. En 2013, il a été étendu avec 6 clusters additionnels. Et enfin, à partir de 2014, il y a eu 12 clusters de plus, soit un total de 22 clusters. Mais avec un temps de suivi qui n'est pas le même, puisque il y a eu 4 rounds d'enquête dans les derniers clusters. Donc les gens ont été suivis en moyenne 18 mois, alors qu'on est à 6 rounds d'enquête dans les clusters jaunes et à 7 dans les clusters rouges. Ce qui pose un certain nombre de problèmes méthodologiques dès qu'on veut faire des analyses, puisqu'on a du coup des temps de suivi qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, les procédures de terrain, on a commencé par faire une identification de l'ensemble de l'habitation, donc des homestays dans l'ensemble de la zone par GPS et en même temps par cartographie satellitaire, complétée ensuite par les observations de terrain. Dans chacun des maisons, on avait donc tous les 6 mois une visite du ménage, avec d'abord demander un consentement verbal du chef de ménage pour pouvoir rentrer dans la demeure. L'enregistrement des personnes éligibles à l'enquête était éligible toute personne âgée de 16 ans et plus, résidant dans la zone. Cette liste de personnes éligibles est mise à jour à chaque round d'enquête, puisque vous avez des personnes qui deviennent éligibles parce qu'elles atteignent leur 16e anniversaire,
des personnes qui vont immigrer, de la même manière que des personnes ont émigré pendant l'étude, et certaines sont parties puis revenues. Par ailleurs, une fois dans le ménage, il y avait à chaque round d'enquête un questionnaire sur les positions du ménage pour avoir une évaluation économique de leur statut. Et puis, pour chacun des membres du ménage, on passait donc ce questionnaire individuel, on collectait du sang sur carton et on proposait un test rapide aux personnes qui le désiraient. Donc cette partie-là est répétée tous les 6 mois. Enfin, les personnes qui sont identifiées VIH positives, soit par un test rapide, soit parce qu'elles nous ont dit « je suis séropositive ». Elles ne sont pas testées dans ces cas-là. Donc le DBS sur carton ne sert pas à l'identification, c'est juste à des fins de recherche. Sont référés du coup vers des cliniques de proximité, et donc dans ces cliniques de proximité, on va avoir des questionnaires cliniques et des questionnaires de sciences sociales pour comprendre les différents changements dans les dimensions sociales de la vie des personnes. Alors, pendant que l'essai se mettait en place, a été publié dans Science un papier de Frank Tonsor et ses collègues qui a été fait sur la zone démographique de l'Africa Center, donc juste à côté de la zone de l'essai TAPS, où ils ont 10 ans de suivi, et ce qu'ils ont regardé en liant les données avec les données des cliniques du département de la santé, ils ont aussi calculé pour chaque individu quelle était la couverture antirétrovirale autour des personnes. C'est-à-dire, dans un rayon de 3 km autour du ménage, quel était le taux de couverture antirétrovirale, et y a-t-il association entre la couverture antirétrovirale locale et l'infection à VIH, avec cette idée que les personnes ont des partenaires sexuels locaux. Mais ce papier a montré ici que plus la couverture antirétrovirale était élevée, plus le risque d'incidence était faible. Dans le même temps, il y a aussi une forte corrélation positive entre le niveau de prévalence locale et le risque d'infection. Donc cette étude qui est conjoncturelle, qui n'est pas une démonstration formelle du lien entre couverture antirétrovirale et incidence, allait en tout cas dans le sens de l'essai. Alors, 2014, l'essai a démarré en 2012, toujours pendant cette période de l'essai, arrivent les nouvelles recommandations de l'ONU-SIDA avec ce fameux objectif des 90-90-90, à savoir que l'objectif politique de l'ONU-SIDA, c'est que 90% des personnes séropositives soient diagnostiquées, que 90% des personnes diagnostiquées soient sous traitement, et que 90% des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable. En fait, cet objectif politique de l'ONU-SIDA est directement inspiré des hypothèses du modèle de Greenwich, avec l'idée que ça permettrait d'atteindre le contrôle de l'épidémie, et l'objectif de 90-90 est prévu pour 2020, et pour 2030, l'objectif est d'atteindre 95-95-95. La même année, 2013, c'est le passage dans les recommandations de l'OMS à une initiation du traitement à 500 CD4. Donc vous voyez, quand l'essai a été pensé, on était à 200, il est implémenté à 350, et en cours d'essai, on arrive à une limite de 500. Cette limite de 500 a été implémentée en Afrique du Sud à la date du 1er janvier 2015, et donc à partir du 1er janvier 2015, dans le bras de contrôle, l'initiation du traitement s'est faite au seuil de 500 CD4 et de 350, ce qui réduisait encore la puissance de l'essai. Puisqu'il y a de moins en moins de différence entre les deux bras. Alors, 2015, c'est également le moment où est publié les premiers résultats de l'étude Partner en Europe. Donc l'étude Partner consiste à suivre des couples sérodifférents, où le partenaire séropositif est sous traitement avec charge virale contrôlée. On regarde s'il y a une infection chez le partenaire négatif, donc c'est un peu similaire à HPT 052, sauf que c'est une étude observationnelle et non pas un essai randomisé. Et à date, aucun cas de transmission n'a été observé dans des couples sérodifférents où le partenaire positif est sous traitement avec charge virale indétectable. L'étude se poursuit, il n'y a toujours pas de cas observés, mais on a encore, on va dire, des intervalles de confiance qui sont plus ou moins élevés, puisque zéro observé ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, juste que l'événement est rare. 2015 sort également les résultats de l'étude Tomprano. Dans TASP, on met en place un traitement immédiat pour tout le monde au vu d'un bénéfice populationnel. Ce n'est pas le bénéfice de la personne qui prend le traitement, c'est le bénéfice de ses partenaires potentiels. Et on attendait de savoir s'il y avait aussi un bénéfice personnel à démarrer un traitement précocement. L'étude Tomprano, qui a été faite en Côte d'Ivoire, elle compare en fait un démarrage de traitement tôt, alors moins de 800 CD4,
par rapport aux recommandations de l'OMS, donc ça a été 200, puis 350, puis 500 au cours de cette étude. Et ce que l'on voit, c'est une réduction de 44% de la morbidité sévère, donc toutes les causes de mortalité, les événements définissant un cas sida, les cancers non sida et un certain nombre d'autres pathologies. Et donc, il y a le risque d'avoir un événement grave est beaucoup moins important dans le bras qui a démarré tôt par rapport au bras qui a dû attendre d'avoir un nombre de CD4 faible avant de démarrer le traitement. On a donc un bénéfice individuel à démarrer le traitement tôt et des résultats similaires ont été observés dans l'essai START. Alors pour la petite histoire, Temprano s'est publié en février 2015. START devait publier ses résultats qu'en 2016-2017. Il décide de faire un DSMB à la fin du mois de mai et rendre public leurs résultats qui sont similaires fin mai 2015, alors que l'OMS avait une réunion de préparation des nouvelles recommandations au mois de juin. Et ça aboutit, du coup, fin 2016, début 2015, en fait fin 2016, en septembre 2015, en septembre 2015, en quelques mois après ces résultats, à avoir une recommandation de l'OMS qui est quel que soit le nombre de CD4. Alors ce qui s'est passé, c'est en septembre 2015, ils ont fait une recommandation rapide sur comment démarrer et les recommandations complètes sont sorties en juin 2016. Sachant que ces recommandations ne sont pas encore appliquées dans un grand nombre des pays du monde. Et n'ont pas été appliquées en Afrique du Sud jusqu'à la fin de l'essai, donc le bras contrôle est resté à 500 CD4 jusqu'à fin juin 2016, date de fin de l'essai TASP. Mais c'est pour comprendre que du coup l'évolution internationale a été beaucoup plus rapide que ce que pouvait faire un essai randomisé en population aussi gros. Et finalement, on a répondu à la question du quand démarrer le traitement avant même qu'on puisse voir s'il y avait un bénéfice au niveau des populations. Ce que j'oublie de préciser ici, c'est qu'à côté de l'essai TASP, il y a 4 autres gros essais qui se sont montés. L'essai POPART, dont les résultats sont attendus dans 1 ou 2 ans, en Afrique du Sud et en Zambie, avec un design sur des clusters encore beaucoup plus gros. C'est un essai qui coûte 110 millions de dollars, pour être précis. C'est des clusters de 100 000 personnes qui sont mis en place, mais on n'enquête que 1000 personnes par cluster. Et eux, ils ont 3 bras. Un bras où on ne fait rien, c'est le national. Un bras où on met en place des activités de dépistage massif et de linkage to care, mais on garde les recommandations de traitement, et un bras où on fait des activités de dépistage, de linkage to care, et on met en place le traitement immédiat. Autre gros essai, il y a aussi l'essai SEARCH au Kenya, et puis il y a un essai qui est BCPP, qui est Combination Prevention Project au Botswana, et dans le même temps, plutôt une cohorte observationnelle qui est MAXAR, qui consiste à mettre en place le traitement immédiat de manière progressive au Swaziland. Mais donc du coup, voilà, il y a quelques gros essais en parallèle sur la question. TASP est le premier à produire des résultats. Alors, l'essai s'est terminé en juin 2016, donc il y a un peu moins d'1 an, et les résultats principaux sur l'incidence ont été présentés en juillet à Durban lors de la conférence mondiale. Donc, l'outcome principal de cet essai, c'était donc l'incidence cumulée des nouvelles infections à VIH entre les 2 bras. Et je rappelle que ce qui est randomisé entre les bras, c'est uniquement le critère de quand est-ce qu'on démarre. Le dépistage universel a été mis en place partout. Les activités de linkage to care pour les personnes qui n'entraient pas tout de suite en soins ont été mises en place partout. Et cette différenciation de mise sous traitement ne concernait que les cliniques de l'essai. Normalement, l'essai était... la puissance a été mesurée pour pouvoir détecter une réduction de 34% dans le bras intervention par rapport au bras contrôle. Donc ce qu'on mesure, c'est l'incidence sur toute la période. Et l'idée, c'est que ce qu'on met en place va permettre de réduire l'incidence, mais qu'on va la réduire plus vite dans le bras intervention que dans le bras contrôle. Et donc, c'est là où nos DBS vont servir, puisque du coup, cette incidence va être mesurée par cette collection de DBS au fur et à mesure du temps. Parmi les personnes dont le premier DBS était négatif, et c'est un modèle de poisson avec, de type GE, avec prise en compte des effets clusters qui a été utilisé. Grosso modo, quelle est la situation au début de l'essai? Alors, ce qu'on appelle ici le début de l'essai, ça dépend de chaque cluster, puisque tous les clusters n'ont pas démarré en même temps, mais au total, on a enregistré 28 153 personnes dans l'essai. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 28 000 personnes à un moment donné du temps, puisqu'il y a des gens qui sont arrivés en cours d'études, d'autres qui sont repartis, mais au total, 28 000 adultes ont été enregistrés dans l'essai. Grosso modo, 1 tiers d'hommes pour 2 tiers de femmes, c'est une zone très pauvre, donc beaucoup d'immigration masculine.
L'âge médian est de 30 ans, donc une population plutôt jeune. Et quand on regarde au début de l'essai, on est sur une prévalence calculée sur le DBS d'environ 31%, équivalente entre les bras, et une couverture antirétrovirale de 34%. Donc cette couverture antirétrovirale, elle est estimée parce qu'on a pu lier les données qu'on avait sur nos participants avec des données qui proviennent des cliniques du département de la santé. En fait, ce qu'on peut avoir, c'est en fait notamment les CD4 et charges virales. Donc on va faire une réestimation, donc c'est un chiffre estimé. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en plus, on a un petit décalage au début de l'essai où le bras intervention démarre d'un peu plus bas que le bras contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'essai? Alors, au cours d'un round d'enquête, on a réussi à contacter entre 60 et 90% de la population au cours d'un round donné d'enquête. Alors que nos hypothèses du modèle étaient de 90% dans le protocole. Ceci étant dit, vu qu'on passe plusieurs fois, on a pu contacter au moins 90% de la population au total. Puisque certains qui n'ont pas été vus à un premier passage ont été vus à un passage suivant. Le HIV ascertainment, c'est-à-dire la capacité à connaître le statut de quelqu'un, alors pas du DBS, soit que la personne dit qu'elle est positive, soit qu'elle a accepté un dépistage rapide, on atteignait 70 à 88% de la population sur un round d'enquête. Encore une fois, on a des chiffres qui sont plus élevés si on réfléchit en cumulé. Par contre, si on regarde l'entrée en soins, alors qu'on pensait que 70% des personnes qui seraient dépistées positives, qui n'étaient pas déjà en soins dans le département de la santé, rentreraient dans une clinique dans les 6 mois, on a eu des chiffres beaucoup moins bons. Seulement 30% d'entrées en clinique dans les 3 mois, on atteint 36-37% dans les 6 mois, et seulement 47% dans les 12 mois. Donc un vrai problème sur l'entrée en soins dans cette zone-là, on pourrait y revenir un peu plus tard. Par contre, une fois que les gens sont en clinique, dans les cliniques du bras intervention, tout le monde est éligible, on a un taux d'initiation du traitement qui est important. 91% vont initier le traitement dans les 3 mois. Si on regarde le bras contrôle, on a 52%, mais notamment parce qu'une partie des gens ne sont pas éligibles au traitement lorsqu'ils arrivent dans le bras contrôle. Parmi les personnes qui vont initier le traitement, on atteint assez rapidement une bonne couverture de charge virale indétectable, puisqu'on est à 93% à 6 mois, 95% à 12 mois. Donc une fois que les gens sont en clinique, sont éligibles et démarrent un traitement, ça se passe plutôt bien. Le vrai enjeu, c'est ce lien entre dépistage et entrée en soins. On estime que la couverture antirétrovirale globale, c'est-à-dire parmi l'ensemble des personnes séropositives, à la fin de l'essai, on atteint 45% et 43%. Ce qui n'est pas énorme, il n'y a pas une grosse écart entre les deux bras, même si on était beaucoup plus bas au démarrage en bras intervention, ce qui fait qu'en fait on a amélioré de 14 points cette couverture dans le bras intervention versus une amélioration de 7 points dans le bras contrôle. Mais à la fin, c'est vrai que la couverture reste similaire entre les deux bras. Alors, pour l'analyse d'incidence, on va donc partir des personnes contactées qui ont un premier DBS négatif et on regarde ensuite leur second DBS. Pour l'analyse, on considère en termes de méthode que le moment où ils ont séroconverti, c'est un point aléatoire entre le dernier DBS négatif et le premier DBS positif. Et ce qu'on obtient, de manière brute, on observe une incidence de 2,27 dans le contrôle et de 2,13 pour 100 personnes années dans le bras intervention. Donc deux incidences qui vont être assez proches, un peu mieux dans le bras intervention, mais pas de beaucoup. Et si on fait un modèle multivarié, on a un Adjusted Risk Ratio de 0,95, c'est dans le bon sens, mais avec une p-value très élevée. Donc on ne montre pas que l'incidence dans le bras intervention a été plus faible que dans le bras contrôle. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'incidence a été uniforme au cours de l'essai. On faisait l'hypothèse que l'incidence allait baisser au cours de l'essai, mais on n'a pas la puissance pour regarder les tendances temporelles de l'incidence. L'hypothèse, c'est que l'incidence diminuerait plus vite dans le bras intervention que dans le bras contrôle, et donc du coup on aurait une incidence globale plus faible dans ce bras intervention, ce qu'on n'arrive pas à montrer, mais ce qui n'est pas vraiment une surprise, puisque l'on voit que l'impact sur la cascade reste relativement limité entre les deux bras. Alors qu'en est-il de la cascade? Effectivement, à la fin de l'essai, alors au 1er janvier 2016, le premier 90, il est atteint, le troisième 90, on y est presque sur la proportion qui est very suppressed, mais on est mauvais sur la part des personnes qui sont diagnostiquées et sous traitement.
Alors, ça, ce sont les résultats principaux. Je vais commencer à aborder des résultats. Certains sont pas encore publiés ou plus préliminaires pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le premier élément, c'est qu'est-ce que la cascade de soins? Donc la cascade de soins, il s'agit d'estimer pour chaque date et pour chaque individu leur position avec des catégories qui sont infectées mais pas diagnostiquées, diagnostiquées mais pas en soins mais pas sous traitement mais pas avec une charge virale non contrôlée, et en soins, sous traitement avec une charge virale contrôlée. Et ça, on essaie de l'estimer en tenant compte et des cliniques du département de la santé et des cliniques de l'essai, en liant les données à un niveau individuel. Mais la cascade, normalement, se mesure à une date donnée. Donc, c'est-à-dire que si l'on prend une date donnée, il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont décédés, des gens qui ne se sont pas encore infectés ou qui ne sont pas encore arrivés dans la zone. Et donc, quand on calcule date par date, ce n'est pas la même population, puisque notre population change au fur et à mesure. Alors, là, je m'intéresse uniquement au dernier élément, d'accord, de la cascade. C'est-à-dire la proportion de gens qui sont sous traitement avec charge virale contrôlée parmi l'ensemble des personnes séropositives. Et j'ai séparé entre les clusters qui ont été ouverts en 2012, ceux qui ont ouvert en 2013, ceux qui ont ouvert en 2014, le bras contrôle est en rouge, le bras intervention est en bleu. Première remarque sur ce tableau-là, c'est que la cascade, elle s'est améliorée au cours du temps. Donc on a quand même eu un effet qui est intéressant et qui est un effet important. Et ce qu'on voit par contre, c'est qu'on n'a pas eu d'effet vraiment différentiel. À part dans ces clusters-là, où on part du même point et il puisse aller plus vite dans le bras intervention, on n'a pas un effet différentiel très marqué. Des premiers résultats d'analyse multivariée semblent nous indiquer que malgré tout, oui, l'augmentation était plus rapide dans le bras intervention, mais l'écart n'était pas suffisant pour pouvoir créer un impact sur l'incidence. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que ma population a beaucoup changé. Ici, vous avez, alors, en vert pour chaque bras et pour les différentes périodes, en vert, les immigrations. Il y a un peu de gens qui atteignent l'âge du 16e anniversaire, puis un peu de gens qui vont s'infecter. Vous avez en violet les migrations, et puis vous avez aussi un peu de décès, mais ça reste plus nombreux. On estime grosso modo que sur un an, près de 19% de la population émigre. Et que notre taux d'émigration annuel est de l'ordre de 14-15%. Autrement dit, il y a un turnover assez important de la population. Or, les gens qui arrivent ne sont pas forcément au même état dans la cascade que les gens qui repartent. Et donc, une autre manière de se représenter cette cascade, au lieu de penser le temps calendaire, ou on pourrait dire le temps de l'essai, vision cluster. Si on est en vision individuelle, on s'intéresse depuis combien de temps les gens sont dans la zone, et donc le temps d'exposition à l'essai. Autrement dit, de réaligner, chaque ligne représente un individu, et là aligné sur le temps calendaire, sur la date, si on réaligne depuis leur entrée dans la population de l'essai. Et donc on regarde le temps exposé à l'essai, et qu'on regarde cette fois-ci les évolutions individuelles, on n'est plus en réflexion populationnelle, on a un résultat beaucoup plus important puisqu'on part de 20% à peu près qui sont avec charge virale contrôlée au début de l'essai, et après 3 ans, on atteint grosso modo les 60%. Donc là, c'est une autre vision. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive à infléchir les parcours de santé des personnes. Plus elles restent longtemps dans la zone, plus on l'impacte d'une bonne manière, mais comme la population se renouvelle, l'impact de la cascade populationnelle est beaucoup moins marqué. Et comme en plus tout a été fait à l'identique dans l'essai, il n'y a que la recommandation de démarrer qui a changé, l'impact est très peu limité de manière différentielle entre les bras. Donc peu de différence sur l'incidence. Probablement qu'on a réussi à baisser l'incidence dans la zone, globalement. Malheureusement, on n'a pas la puissance pour le mesurer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans nos résultats ? Premièrement, que quand on regarde les données des enquêtes qualitatives, montre que le dépistage répété régulier à domicile, le test à domicile, est très bien perçu par la communauté. Le dépistage à domicile est même préféré au dépistage en clinique, car il est plus privé, plus confidentiel. Dans cette zone-là, ce qui nous a surpris tout au long de l'essai, c'est le stigma perçu. Il y a énormément de discours autour de la peur d'être perçu comme séropositif par le reste de la communauté.
même si, quand on regarde les questionnaires des personnes séropositives, très peu rapportent une expérience de stigma ou de fait stigmatisant. Ce stigma perçu fait que on préfère être dépisté chez soi, qui est plus privé. La peur qu'il y ait une rupture de confidentialité dans le ménage fait pas trop peur. Ce qui fait peur, c'est qu'il y ait un dévoilement social de son statut, et aller dans une clinique est quelque chose qui est difficile. Sur le dépistage, mais on le verra aussi sur le linkage to care. Et donc, le dépistage à domicile est un bon modèle dans ce contexte particulier de plus de 30% de prévalence pour faciliter un dépistage du VIH. Et on voit dans les données quantitatives un haut niveau de dépistage du VIH, mais entre les non-contacts et les refus, reste quand même 18% de la population qui n'a pas un statut documenté dans le dernier rang. Ça veut dire qui n'ont pas été testés récemment. Certains ont été testés il y a 1 an et demi et n'ont pas voulu se refaire tester. Ce qui se passe, c'est que dans les entretiens, les interviews, on voit que la principale raison de se faire dépister régulièrement, c'est d'avoir pris des risques et donc de s'être mal comporté. Et donc, s'il y a une attitude positive au fait de faire son test, c'est perçu comme négatif de se faire dépister régulièrement. Ça serait un aveu de s'être mal comporté. Donc, il y a un vrai travail pour faire évoluer les représentations et les mentalités dans cette zone-là, pour faire passer le message que j'ai une vie sexuelle, peu importe ce que je fais, mon nombre de partenaires, j'ai des rapports sexuels, je me dépiste tous les ans. Donc c'est pour ça que sur le dépistage régulier, et on voit d'ailleurs, on a des gens qui se reconvertissent dans l'essai, mais on le voit parce qu'on a les DBS, et les personnes refusent de se refaire tester au cours de l'essai. On voit aussi que parmi les facteurs associés au dépistage répété, alors c'est notamment d'avoir entre 20 et 39 ans, d'être plutôt éduqué. Donc les gens plutôt éduqués, les gens qui ont 20 39 ans et qui sont du coup dans les classes d'âge qui travaillent, les personnes qui ne connaissent pas une autre personne séropositive et sont moins à risque d'accepter d'être dépistées. On a vu régulièrement que les personnes avec un niveau d'études secondaire ou plus étaient moins enclines à se faire dépister dans le dispositif de l'essai. Mais parce que ces personnes-là ont aussi un niveau de revenus plus élevé et peuvent plus facilement accéder à du dépistage, soit dans le secteur privé, soit en pharmacie, et donc du coup vont être moins intéressés par une offre collective telle qu'elle a été mise en place. Dans le dernier round de l'enquête, on s'est dit, il y a quand même encore des gens qui nous échappent, on va essayer de mettre en place du dépistage mobile après le dépistage à domicile pour essayer de faire du rattrapage. Alors, ce dépistage mobile, c'est vraiment expérimental. On a vu qu'on arrivait à toucher beaucoup plus d'hommes, 41% contre 28% dans ceux qui sont vus à domicile sur ce dernier round d'enquête. Des personnes un peu plus jeunes, des gens qui sont moins souvent contactés à domicile, dont 10% c'est le premier contact avec l'essai, et aussi dans le par mobile, 14% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se faisaient dépister dans le cadre de TASP, contre 4% à domicile. Et notamment des gens avec un niveau d'études plus élevé. Donc ce dépistage mobile est intéressant en complément, c'est toujours pas suffisant. Ça pose surtout la question que le fameux one size doesn't fit all, il est nécessaire d'avoir une offre de dépistage régulière et diverse, et d'ouvrir plusieurs manières. On a aussi beaucoup de mal à faire venir les lycéens et les étudiants, peut-être qu'il y a plusieurs offres de dépistage à pouvoir proposer dans cette zone-là. Avec le fait qu'on fait des activités très intensives ici, parce qu'on a 30% de prévalence. Forcément, on ferait différemment dans un pays d'Afrique de l'Ouest, on ne pourrait pas faire du dépistage en porte-à-porte en zone rurale. Est-ce qu'on arrive à tester les bonnes personnes? Ceux-ci, ce sont des résultats qu'on a présentés à la CROI en février. Vous avez ici la cascade des soins. On retrouve on heart and virally suppressed, on heart but not virally suppressed, in care but not on heart, on diagnosed but not in care, diagnosed, et vous avez ici la catégorie out migrated. Là, on s'est intéressé aux séroconverteurs, donc les personnes qui se sont séroconverties pendant l'essai, pendant qu'elles habitaient dans la zone TASP. Parce qu'on a aussi vu des gens partir et revenir et qui se sont séroconvertis pendant leur absence. Et on regarde qu'est-ce qui se passe pendant la première année. Première surprise, 20-25% des séroconverteurs ont émigré pendant les 12 premiers mois. Hein, vraiment un gros fort taux d'émigration. Alors, émigrer, ça peut être partir à 40 km. On est hors de la zone d'étude. C'est aussi l'enjeu d'un essai sur une petite zone géographique. Et en résumé, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'un tiers des séroconverteurs restent non diagnostiqués dans les 12 mois qui suivent leur séroconversion.
un tiers est diagnostiqué, mais ne rentre pas en soins. Enfin, un tiers va rentrer en soins. Seulement 19% vont rentrer dans une clinique de l'essai qui implémente le traitement immédiat. Et parmi eux, la plupart vont initier le traitement rapidement, dans l'année. Et 81%, soit ils sont dans le bras contrôle, soit il y a un nombre non négligeable qui est parti dans les cliniques départements de la santé. Et là, seulement 43 vont initier du coup un traitement dans les 12 mois qui suivent. Et si on est dans la logique du modèle de Greenwich, il faut arriver à ce que 90 par 90, que 81% des séroconverteurs soient mis sous traitement dans les 12 mois. Puisque dans le modèle de Greenwich, l'hypothèse c'est que 90% d'entre eux vont être diagnostiqués dans les 12 mois et que parmi les diagnostiqués, 90% va rentrer en soins tout de suite. Donc ce que l'on voit, c'est que du fait qu'il y a des freins au dépistage répétés, un certain nombre vont mettre beaucoup plus longtemps pour se faire diagnostiquer, et qu'ensuite, ils ne vont pas forcément entrer en soins tout de suite, et il y a un vrai retard. C'est-à-dire que pour avoir cet effet de masse sur l'incidence à l'échelle populationnelle, il faut atteindre des niveaux qu'on n'a jamais atteints dans aucune population aujourd'hui. Sur Linkage to Care, ça c'est des résultats publiés l'année dernière. Dans le Linkage to Care sur 3 mois, vous voyez qu'effectivement qu'on n'était qu'à 40%, et on voit que surtout, plus que récupérer des gens jamais diagnostiqués, on a surtout récupéré par le dépistage à domicile des gens qui se savaient séropositifs, mais qui n'étaient jamais rentrés en soins, ou bien des gens qui étaient séropositifs, qui étaient rentrés en soins et qui ont été ressortis. Donc si on regarde en termes de chiffres, là on a eu le plus de gains avec ce dépistage à domicile, c'est pour récupérer des gens qui n'étaient plus en soins, ou qui n'étaient jamais rentrés en soins, plus que des gens nouvellement diagnostiqués. Et ces personnes qui étaient du coup des perdus de vue étaient d'ailleurs plus à même de re-rentrer en soins rapidement, parce qu'ils avaient déjà fait une partie du process. Et que quand on découvre sa séropositivité, il y a un certain processus qui prend du temps pour être en capacité de se sentir prêt à aller dans des cliniques qui sont perçues, les cliniques de l'essai sont des cliniques pour personnes séropositives. Donc si on me voit aller à la clinique, c'est un dévoilement social. Dans le département de la santé, le VIH représente un tiers de l'activité et les consultations VIH, c'est un bâtiment sur le côté. Donc si je fais la queue pour la consultation VIH, aujourd'hui, je suis perçu comme étant séropositif. Donc un des vrais problèmes, c'est comment réintégrer l'anonymat et avoir des consultations multipathologies qui permettraient, du coup, de ne pas savoir pourquoi je consulte. Le travail qualitatif a aussi montré, dans des discussions avec les médecins traditionnels de la zone, toujours cette peur du stigma de la discrimination et la peur de ce dévoilement social du VIH qui fait qu'un bon nombre de personnes vont aller les voir mais ne vont pas aller dans les cliniques pour se faire soigner. Et on voit un nombre croissant d'ailleurs de patients qui préfèrent aller consulter ces traditional healers, sachant qu'eux-mêmes ont beaucoup de mal à réorienter les patients vers les cliniques et eux-mêmes n'osent pas se faire dépister ou aller en soins parce qu'ils auraient peur de faillir. Et le social disclosure, on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors, de la même manière, on avait essayé à un moment donné de revoir les gens plusieurs fois, soit parce qu'on repasse à domicile, soit parce que certains on les rappelait. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le linkage to care? Alors c'est un travail très très préliminaire. Vous avez ici en rouge l'entrée en soins à partir du premier référencement, et on voit que quand on a été re-référé une deuxième ou une troisième fois, l'entrée en soins tardive est plus rapide. Donc c'est pas une analyse encore très propre, c'est très préliminaire, mais a priori, on a un impact positif d'activité qui consiste à rappeler les gens ou à les recontacter pour les re-référer vers le soin. Un travail sur la rétention, et c'est l'équipe ici de Sylvie qui travaille là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe dans la rétention dans le soin. Ce qu'on voit apparaître, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de trajectoires. Alors, une majorité de gens n'ont pas de problème, ils sont dans une trajectoire, ils restent en soins tout le long, mais on a des personnes qui vont... alors, il est où c'est le groupe 2, le rouge. Des gens qui vont en fait sortir de soins, ils vont venir une fois ou deux, regardez ce qui va se passer, sortir de soins assez vite puis revenir. D'autres personnes qui vont partir dans les 6 premiers mois, d'autres personnes qui vont partir à 12 mois. Et on voit que, alors, ou des choses classiques, être un homme, avoir moins de 30 ans, est associé au fait d'être pas retenu dans les soins, surtout que le traitement, le pas avoir démarré le traitement est le principal indicateur qui fait qu'on n'est pas retenu dans les soins.
Alors, ce qui pose aussi la question de comment mieux penser l'entrée en soins, au sens où entrer dans un processus de soins réguliers, ça ne s'arrête pas à la première visite clinique. Certes, il faut arriver à ce que les gens viennent dans une clinique, mais puissent ensuite s'engager dans quelque chose de régulier. C'est toujours le même processus d'entrée en soins. Et après, il y a d'autres facteurs sur lesquels jouer pour les patients stables, sur comment maintenir dans le soin des gens sur le long terme. Enfin, comme dans d'autres études, on voit que les hommes en fait, ont en général des résultats moins bons. Plus précisément, on voit qu'ils sont moins enclins à engager avec le dépistage, en lien avec la construction des normes de la masculinité dans cette zone-là. Et il y a des tensions de genre, puisque du coup on va blâmer les femmes pour l'infection alors que c'est pourtant les hommes qui vont la transmettre. Mais du coup, on voit que de manière générale, les garçons et les hommes ont du mal à se faire dépister. Par contre, si d'un point de vue quantitatif, on voit qu'effectivement ils se font moins tester, une fois qu'ils sont dépistés et référés, on ne voit pas, en tout cas dans la DTASP, un linkage to care qui serait différent chez les hommes ou chez les femmes, ou, une fois qu'ils sont en clinique, une initiation du traitement qui serait moins importante. Donc a priori, la difficulté elle se situe en amont. En résumé, on n'a pas vu donc, de différentes incidences entre les deux bras de cet essai-là. La plupart des individus vivant dans cette communauté sont aujourd'hui au courant de leur statut sérologique, et c'était déjà le cas au début de l'essai. Beaucoup de gens connaissaient déjà leur statut. Et puis, quand les gens sont sous traitement, ils atteignent une charge virale indétectable. Par contre, un lien entre dépistage et entrée en soins qui est clairement suboptimal, et surtout qui est lent. Les gens mettent beaucoup plus de temps que prévu pour entrer en soins, ce qui a abouti à peu d'écart dans la couverture antirétrovirale entre les deux bras. Ce qui est clair, c'est que simplement changer les recommandations de traitement ne suffira pas à avoir un impact pour réduire le nombre de nouvelles infections. Ce qui est vraiment majeur, c'est d'arriver à améliorer l'accompagnement à l'ensemble des étapes précédant la clinique. Je vous remercie. Le diagnostic immédiat par les tests rapides. Oui. Vous en parlez pas. Enfin, je veux dire, le diagnostic, si j'ai bien compris, le diagnostic est basé sur la séroconversion, donc il y a un diagnostic qui est différé, parce que j'imagine que le test est fait quelque part, la guerre n'est pas fait à la maison. Si, alors, il y a deux éléments. On fait un test rapide à domicile. Si le test est rapide, on vous dit venez en clinique. Et c'est en clinique qu'on va faire un test de confirmation à ce moment-là. L'algorithme de dépistage, du coup, est simplifié. La goutte de sang sur le DBS. Alors, la goutte de sang sur DBS est collectée. Oui, mais elle n'est pas utilisée à des fins diagnostiques. Elle n'est utilisée que pour la mesure de prévalence et d'incidence à l'échelle populationnelle. Ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de personnes acceptent de donner du sang à des fins d'enquête, mais refusent de faire un test. Donc nous, on a une information sur ce DBS pour mesurer du coup leur statut sérologique, mesurer l'incidence, mais le DBS n'inclut en rien le soin. Il sert vraiment qu'à des analyses immunologiques, voire virologiques en laboratoire. Sur certains DBS, on essaye de faire de l'analyse de séquences génétiques, puisque en ce moment, on essaye de réidentifier les pertes de contamination dans l'ensemble de la population par analyse du génome des virus de l'ensemble des cas positifs. Et ma deuxième question, est-ce qu'il y aurait ou pas, je ne connais pas du tout la situation, peut-être quelque chose qui est très naïf, est-ce qu'il y aurait moyen du coup de coupler de façon immédiate le diagnostic par le test rapide avec un début de traitement. Tout ça, ça repose sur les CD4. Enfin, à la fin, on voit que tout ça, c'est plutôt en réalité, pour l'instant. En fait, est-ce qu'il y a du virus ou pas? J'ai bien compris qu'historiquement, l'essai était lié à des normes, des instituts, je comprends bien. Mais si on dépasse en quelque sorte, sur la base des résultats préliminaires que vous exposez, est-ce qu'il pourrait y avoir un jour ou pas? Je ne sais pas, encore une fois, c'est peut-être naïf de ma part, je ne connais pas du tout les situations. Est-ce que c'est naïf ou pas de penser qu'il pourrait y avoir, vous voyez, en même temps, pour surmonter un certain nombre de difficultés que vous avez... une initiation de traitement à domicile. Est-ce que ça pourrait être une stratégie de dire je fais du dépistage et si positif, est-ce que le test pendant 5 minutes, le résultat, j'initie quelque chose sans avoir les CD4 bien sûr? Alors, il y a deux éléments. L'avantage du traitement universel, c'est que les CD4 ne sont plus nécessaires pour initier un traitement et on supprime le pré-ART. Or, dans beaucoup de pays africains, on voit clairement que les patients pré-ART sont ceux qui sont le plus à risque de sortir du soin et de jamais revenir. Donc déjà, on règle le problème du pré-ART.
Après, sur l'initiation à domicile, il y a des expérimentations. Alors, dans certains cas, avec carrément des petites machines pour faire les CD4 à domicile dans la foulée. Dans d'autres cas, immédiatement. Le problème, c'est pas d'initier le traitement. Ça a été fait. Hein. Test rapide, voici la plaquette de pilule. Sauf que, dans certains essais, les gens démarraient un traitement, mais ils ne revenaient pas chercher leur deuxième boîte au bout d'un mois. Donc, la question de l'initiation du traitement à domicile, elle peut s'envisager. On est en train de le réfléchir pour la suite dans cette zone-là. Mais si jamais elle ne s'accompagne pas d'un vrai travail d'accompagnement des personnes, de pouvoir revenir à domicile, pouvoir revenir faire des tests, revenir faire le prélèvement de charge virale, faire un certain nombre de choses, et être en capacité de fournir un accompagnement communautaire jusqu'à la clinique, parce que l'enjeu, c'est pas que la personne démarre le traitement, c'est qu'elle le démarre et qu'elle y reste. Donc ça, c'est un des éléments de difficulté. Et à un moment donné, même si on essaye de réfléchir pour alléger au maximum ce qui se passe en clinique, pour faire en sorte que les visites soient le plus espacées possible pour des patients stables. Aujourd'hui, les patients doivent venir une fois par mois en clinique. Il faut qu'on puisse arriver à une visite tous les 6 mois et avoir des systèmes du coup, de collecte de traitement pour les patients stabilisés. Malgré tout, il y aura un minimum de choses qui vont se faire dans des cliniques. Donc si on n'arrive pas non plus à changer l'organisation du soin dans la clinique pour recréer de la confidentialité dans la clinique, on n'y arrivera pas dans cette zone-là. Il y a d'autres zones où il n'y a pas ces enjeux-là. Hein. Quand on prend les résultats de Search au Kenya, le deuxième 90 était à 90% avant le début de l'essai, ils sont montés à 95%. Les gens allaient déjà d'eux-mêmes en clinique, ça ne posait pas de problème, et il n'y avait pas cette peur du stigma social. Là, tant qu'on ne change pas la clinique, même si on va démarrer à domicile, on va couper à un moment donné. J'ai un peu l'impression que dans l'intervention, ce qui manque cruellement, c'est une démarche de promotion de la santé avec les personnes. On a changé les recommandations, on va à domicile, on propose le test, mais on ne donne pas forcément envie aux gens d'aller vers le soin. Et on n'est pas dans une zone où l'intervention, elle devrait être aussi à un niveau structurel et politique pour que dans les clusters TASP, on a pu imaginer des campagnes pour donner envie aux gens d'aller se traiter, une campagne pour dédiaboliser le VIH en termes de stigma, où on aurait pu aussi faire des mobilisations des personnes en leur donnant des moyens pour qu'ils puissent travailler ensemble de façon associative et que les moyens ne soient pas que pour les médecins, mais aussi pour la société civile. Et là, on a vraiment fait pour, et je trouve que c'est un excellent exemple, quand on fait pour, c'est pas suffisant. Oui, alors avec deux aspects, il y a quand même des choses qui ont été faites en mobilisation communautaire, plus ou moins bien, et pas au niveau que tu évoques, et c'était insuffisant. Ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné, même si on fait pour et que la clinique ne change pas dans l'accueil, ce qu'on voit sur le dépistage mobile, c'est que le dépistage mobile il est vendu comme vous pouvez faire votre test de pression sanguine, vous pouvez faire votre test. Concrètement, ça correspond à quoi Le dépistage mobile? Oui, c'est ça. Alors, le dépistage mobile, c'est qu'en fait, à un certain nombre d'endroits précis, on vient avec un petit camion et les gens peuvent faire leur test dans le petit camion. Mais si on dit que le petit camion il fait du dépistage VIH, ça ne marche pas. Si on dit que le petit camion fait du dépistage VIH, qu'on va vous prendre, regardez, vous avez un problème de pression sanguine et puis vous avez du diabète. Moi, je monte dans le camion pour dire que je monte dans le camion faire mon dépistage du VIH, mais quand je descends, je dis ah non, mais moi, c'est le diabète qui m'intéresse. Oh, le VIH, je prends pas de risque. Oui, mais ça, c'est encore descendant. Je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'il y ait un processus ascendant. Mais ça, c'est ce qui est demandé dans les entreprises. Voilà. Des gens locaux, de multipathologie. Est-ce qu'il y a des études sur la soutenabilité économique de ce type de démarche? On peut se demander quand même jusqu'à quel point on peut se permettre de maintenir une démarche comme ça, fut-elle efficace, longtemps dans une population où tu nous as dit qu'un des motifs de la difficulté à montrer des différences dans votre essai, c'est qu'il y a un turnover et des migrations extrêmement importantes dans la population. Donc, voilà, quel impact ça a sur le plan économique? Est-ce qu'on peut se permettre avec toutes les améliorations en plus qu'il faudrait apporter, depuis le temps on a montré qu'il faudrait encore être plus présent auprès des populations, aller plus souvent chez elles, etc. Est-ce qu'il y a des études là-dessus et est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Tu vas répondre. Oui, alors il y a un volet, effectivement, il y a un volet économique qui est prévu d'évaluation du coût de ces interventions et du coût efficacité. Et dont les analyses sont en cours, donc elles ne sont pas encore les résultats ne peuvent pas encore être présentés. Mais effectivement, c'est un aspect important, la question de la soutenabilité du modèle. En l'occurrence, ici, déjà, on a un premier souci, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence une efficacité qui est significative. Donc c'est vrai que... Sur l'incidence. Sur l'incidence, voilà. Mais après, sur le soin, on a une efficacité.
Oui, après la question sur le modèle du dépistage, ça c'est quelque chose qu'on va regarder le coût. Il y a d'autres études ailleurs dans le Alors, monde il y a d'autres grosses études, Popar, Search, qui ont des modèles différents et qui vont avoir une analyse économique. Après, dans ce qu'on a fait dans TASP, tout n'est pas à reproduire. Les cliniques de l'essai TASP, c'était un modèle parce qu'on n'avait pas d'autre choix pour pouvoir mettre en place le traitement immédiat. Ce n'était pas à l'époque envisageable avec le département de la santé de le faire dans leur clinique. Aujourd'hui, pour intervenir, ça n'a plus de sens d'avoir un système de santé séparé du département de la santé. Et tout le travail exploratoire en ce moment est plutôt de réfléchir sur comment changer l'organisation dans les cliniques du département de la santé. Il faut aussi savoir que dans le contexte sud-africain, ce sont les infirmières qui mettent sous traitement. On a déjà une délégation des tâches des infirmières. Ce qui se réfléchit, c'est comment ajouter un autre niveau de délégation des tâches par des agents communautaires pour compléter le dispositif clinique par des services en communauté, voire des services à domicile. Donc avec des agents communautaires qui sont coordonnés par une infirmière, les infirmières qui sont coordonnées par un médecin pour les cas les plus compliqués. Donc ça, c'est ce qui est en réflexion, sachant que ce modèle d'agent communautaire fait partie du programme national du département de la santé, donc il s'agit de voir comment on peut l'optimiser et le mettre en œuvre. Le coût des cliniques TASP était très élevé parce que c'était spécifique, temporaire. Ce coût-là, on ne peut pas vraiment le remettre. Ce n'est pas un modèle qui sera réimplémenté. Après, la question, c'est quel coût pour le dépistage à domicile. Alors, c'est tout. Ça, c'est prévu parce que pour distinguer le coût de l'enquête du coût du dépistage, proprement dit, dans les TASP, après, on peut se poser la question, il y a des travaux économiques qui ont été faits dans d'autres contextes sur des modélisations pour essayer d'estimer suivant les niveaux de prévalence et d'incidence, la fréquence rentable pour faire des tests. Parce qu'une des manières, c'est dans certaines zones de dire on ne fait pas un test à domicile tous les 6 mois, le faire une fois par an, le faire une fois tous les 2 ans. Et pareil, ça c'est encore des différents travaux de modélisation, et ça à voir. Après, si il y a, ce qui est en train aussi de s'expérimenter dans cette zone-là, c'est de mettre du dépistage, diabète, blood pressure, ça concerne 10 à 15% de la population, tous ces problèmes chroniques-là. Donc si on prend les 5 conditions chroniques qui chacune touchent plus de 20% de la population et on fait une offre combinée de dépistage, on a une mutualisation des coûts sur plusieurs indicateurs de santé. Alors ça, c'est aussi compliqué à mesurer, c'est pas dans le cadre de l'essai TASP, mais ça fait partie des réflexions qui sont en cours par le département de la santé sud-africain. Bon, je me relance aussi. Une question aux spécialistes de sciences sociales, Cécile, c'est pas les sciences sociales, qui n'est pas directement lié aux aspects sanitaires que je viens de dire, mais quelles sont les conséquences du stigma, les conséquences sociales du stigma liées au HIV, à la séropositivité HIV dans ces sociétés-là, enfin, dans cette zone-là en particulier? Est-ce que ça a été étudié? Vous parlez beaucoup du stigma, mais enfin, finalement, qu'est-ce que les gens redoutent en termes de conséquences sociales pour leur travail, pour leur vie sociale, etc. D'être rejetés par leur famille, de perdre leur travail, d'être mis à la porte de la communauté, enfin des choses extrêmement c'est les conséquences simples, entre guillemets, et violentes. Redoutées. Par contre, quand on interroge les patients VIH+, ils ne le vivent pas. Oui, mais parce qu'ils le cachent. Parce qu'ils le cachent, ils ne disent rien. Non, parce que 80% des patients ils ont dit leur statut VIH à leur partenaire ou à des membres de leur famille. À des membres de la famille aussi. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un décalage en tout cas entre les expériences rapportées concrètes de stigma et voilà. Après, il y a aussi des peurs qui peuvent être aussi liées à la question de la violence. On est aussi dans des zones. Alors qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit? On est aussi dans des zones qui sont extrêmement violentes, où il y a le viol d'enfants par exemple, est un phénomène qui est répandu. Et par contre, on n'en parle pas, c'est caché. Voilà. Mais il y a cette peur-là qui est rapportée dans les discours. Après, quand on demande concrètement est-ce qu'il y a des impacts, des ruptures d'union, on n'arrive pas à les mesurer quantitativement. Donc c'est ça qui est compliqué dans le... mais comme c'est dans le discours de tout le monde, c'est quelque chose qui est vécu. En tout cas, il est vécu, il est présent et c'est une crainte qui est là. Le sida, c'est pas banalisé. Alors que pourtant, ça a été... Dans une enquête comme en France, où le contexte est quand même plus favorable, on a quand même, dans l'étude VESPA, 1 patient sur 3 qui a vécu des discriminations. Mais non, nous si tu regardes les discriminations, pas du stigma perçu, de la discrimination qui, à cause de sa séropositivité, a eu un traitement différent en termes de discrimination. Donc c'est quand même... travail, par exemple? Alors il n'y a pas que... Et dans le soin. Y compris dans le soin. Et d'ailleurs, la première cause, c'est dans le soin. Et il suffit d'aller chercher un dentiste, il n'y a qu'à voir ce que l'enquête qui a été faite par l'association AID, qui a été publiée
dans le Lancet et qui montre qu'en France, 1 dentiste sur 3 refuse de faire un détartrage à une personne séropositive. Donc il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Alors, on n'a pas de mesure dans le soin avec les dentistes ou professionnels de santé. Par contre, dans le travail, à la maison, dans se faire fermer la porte, tout ce genre de choses, Ouais. c'est quoi? C'est 3-4% qui déclarent quelque En fait, on chose n'aurait pas réussi vraiment, alors peut-être qu'on n'a pas trouvé les bonnes questions, mais à mesurer en fait des actes, enfin des faits en fait de discrimination dans les questions qui sont posées, par exemple les insultes, des gens qui arrêtent de vous fréquenter parce que vous êtes séropositif. Tu parles de la partie quantique? Ouais, on avait utilisé une échelle et en fait on n'a pas réussi vraiment, enfin c'est très très rare les faits qui sont reportés. Et sur chacun des faits, c'était jamais, très rarement. Ouais. Non. Et c'est très très rare les gens qui rapportent un vécu d'actes. Il peut y avoir un biais de désirabilité. Alors c'était une échelle qui était quand même posée par un enquêteur indépendant qui faisait que ça, hein. C'était pas par des soignants, mais voilà. Alors aussi, on l'a posé que auprès des personnes qui sont en clinique. Oui. Donc aussi peut-être que les gens qui ont subi des discriminations, peut-être qu'ils sont qui pas veulent pas y aller. voilà, c'est celles qui veulent pas y aller, donc peut-être que c'est très biaisé. C'est possible. Parce que celles qui sont en clinique, c'est celles qui ont le mieux vécu leur séropositivité. Donc c'est possible. Oui. Could you please explain how Merck and Gilead are involved in the trial? Merck and Gilead, what is their role in the trial? Providing Atripla. Yeah, but what are the names of the drugs? Atripla. Atripla. Atripla, c'est quoi la combinaison? C'est It's a Fluvada et free drugs combination. Tenofovir, FTC et Favirenz. Efavirenz, FTC, tenofovir, all together in one pill, and just the pill was providing by Because these two are competitors, so I was wondering how Qui ça? Merck and Gilead, son compétiteur. they're competing interests. Gilead et qui? Merck. How they're Merck, c'est pas... Gilead was they were providing another drug, but I don't remember which one. Something is, the first line for treatment was Atripla, which is the standard in South Africa. And c'est parce que... yeah, no, Atripla is a combination with drug from Gilead and Merck together. But it's not sold in Europe, it's sold only in Africa. But because Atripla is a combination of both with drugs from Merck and from Gilead. And they were just providing the drug. Très bien. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Je vous en prie.